L'Entracte Entrevue. En ce 19 janvier, on est super content de le recevoir avec nous au podcast L'Entracte, Raphaël Lessard, qui est pilote de NASCAR. Merci d'être avec nous. Yes, merci de m'avoir dans votre show. Écoute, Raphaël, c'est ça qu'on jasait un peu avant d'entrer en onde avec toi. Le début de saison commence bientôt pour toi, justement, aux États-Unis. Comment ça se passe, la préparation, surtout avec la période que l'on vit présentement? C'est assez particulier. Hein? Oui, c'est assez particulier. Disons que la préparation ressemble quand même aux années précédentes, même avec la pandémie en ce moment, là, parce que veux pas, je suis toujours avec les mêmes personnes, je suis toujours entouré des mêmes personnes, fait que je suis capable d'aller les voir. Puis c'est un petit peu ici aux États-Unis, disons qu'on peut aller se voir, tandis qu'au Québec, on pouvait pas aller voir personne. Mais c'est un petit peu différent ici à Mooresville, en Caroline du Nord. Je peux aller voir mon équipe, je les ai rencontrés, ma nouvelle équipe, mon chef d'équipe, Josh Wise, avec qui que je vais être dans le programme le Driver Edge Development, que je vais travailler toute l'année côté préparation mentale en tant que pilote, aussi les yeux, la réaction, l'entraînement physique, c'est tout avec lui que je vais travailler. Puis je suis très content. Dans le fond, c'est un ancien pilote NASCAR que lui, il s'occupe présentement de tout ce côté-là de la chose. Qu'un pilote a besoin, puis il s'occupe de des pilotes comme Kyle Larson, Alex Bowman, Tyler Reddick, tous des bons pilotes, et les pilotes de Chevrolet avec qui que je vais courir, mes coéquipiers cette année. Puis c'est ça, la préparation physique, on fait du karting, on essaie de pratiquer les réflexes, mettre notre corps le plus dedans possible, le simulateur aussi, ça l'aide beaucoup. Tu as parlé, Raphaël, que tu as changé d'équipe, tu as passé aux mains de Chevrolet pour GMS Racing. Qu'est-ce que ça change pour toi? Puis qu'est-ce qui a motivé ta décision finalement de changer d'écurie, si tu veux? Ça change de manufacturier, ça c'est sûr. On passe de Toyota à Chevrolet. Change d'environnement parce que là, c'est vraiment du nouveau monde, une nouvelle équipe, nouvel environnement côté les personnes qui me suivent, comme Josh Wise, comme je viens de parler. Mon équipe avec Chevrolet, j'étais comme habitué avec les gens de Toyota. Ça faisait quand même assez longtemps que j'étais avec eux. Mais là, on passe avec Chevrolet. Je dirais qu'est-ce qui a poussé à prendre cette décision-là? C'est un ensemble de tout, je dirais. C'est sûr qu'on avait des belles opportunités avec Toyota, mais Chevrolet, il nous ouvrait des portes, je pense, que dans le futur, qui allaient être très bonnes et que je pouvais apporter plus de visibilité à mes partenaires, à moi, tout au long de la saison, avec Chevrolet. Dans le fond, Chevrolet me permet d'avoir la camionnette à moi tout seul. Je peux mettre tous les partenaires qui veulent s'afficher. Tu peux te taper un road trip en Californie avec ta camionnette, si tu veux. Là. C'est ça. Dans le fond, comme avec Toyota, eux autres avaient des partenaires qui devaient mettre durant l'année. Puis moi, il me restait comme 5 courses que je pouvais mettre, comme on a vu l'année passée de Canac sur la camionnette. J'avais juste 5 courses disponibles. Là, cette année, j'ai toutes les courses que je veux avec si un partenaire futur arrive et il dit « Moi, j'aimerais ça être affiché à telle place parce que, regarde, on a une location aux États-Unis à tel endroit puis tu as une course proche, on aimerait ça s'afficher. » Mais je peux le faire, tandis que l'année passée, je ne pouvais pas vraiment faire ces choses-là. Fait que ça me rouvre des portes de ce côté-là. C'est un contrat d'1 an, 2 ans? Ouais. Ça marche comment, ça, les contrats en NASCAR? C'est sûr que le but, c'est de renouveler ça l'année prochaine ou de monter l'année prochaine plus haut, tout dépendamment de la saison. Mais souvent en sport automobile, c'est rare à part quand tu es rendu dans la Cup Series, que tu as vraiment des contrats signés long terme. Mm-hmm. Mais quand tu es dans les camionnettes comme ça, c'est souvent année par année. À chaque année, tu renouvelles. Fait en tout cas, cette année, c'est ma première année avec eux. Fait que je vais essayer de le donner une bonne impression, donner mon meilleur, être le plus compétitif possible, rouler le plus en avant possible pour qu'ils me veulent encore l'année prochaine. Mais souvent aussi, même les Québécois, les Québécoises, on est peut-être un peu moins familiers avec ça, mais dans ton sport, surtout, j'imagine qu'il y a une certaine importance. Là, on parle de partenaires. C'est pas comme exemple une équipe de hockey, on est super habitué de voir des gars qui ont des contrats. Toi, tu n'as quasiment pas le choix d'avoir des partenaires pour pouvoir faire le plus de courses possible. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est le bout qui est dur de se rendre à avoir un contrat que tu es vraiment repêché par une équipe. Ça, c'est le bout, là. Pour se rendre là, ça peut arriver, mais c'est là que c'est dur de se rendre là justement à cause que
faut que tu aies tes partenaires à toi. Faut que tu aies des gens, des compagnies comme Canac, Quincaillerie Richelieu, qui puissent te supporter et t'aider à te rendre à ce niveau-là. Bâtir des relations avec eux qui sont gagnants des deux côtés. C'est ça qu'on a vu à chaque année qu'on voit des pilotes québécois qui ont eu plus de difficultés à cause du côté monétaire de la chose. Ouais. C'est ça qu'on se bat à tous les années, ce côté-là. On espère pouvoir bâtir des bonnes relations à long terme avec ces partenaires-là. Puis l'important, c'est de bien s'entourer avec ton équipe, j'imagine, pour aller chercher ces commanditaires-là. Oui, c'est ça. Disons que pour travailler très fort côté visibilité, faut aussi avoir une bonne équipe derrière moi qui s'occupe de tout satisfaire tout ce que les partenaires demandent puis veulent en retour. Fait qu'on travaille fort là-dessus. Puis, regarde, faut performer aussi avec des performances, ça l'aide beaucoup parce que plus que tu performes bien, plus que tu donnes la visibilité, puis les gens autour de toi sont excités. Hey Raphaël, tu as commencé à 12 ans, tu as 19 ans. Comment c'est arrivé dans ta vie, le pilotage automobile? Je pense que ton père était là-dedans un petit peu, là, mais c'est comment que tu as eu la piqûre? Là? Ça date-tu vraiment de ton plus jeune âge, en fait? Oui, bien en fait, ça date de très jeune. Là. Mon père a toujours fait de la course pour le plaisir, lui, puis je le suivais depuis que j'étais tout petit. Okay. J'adorais ça, que ce soit du ski-doo, du 4 roues, motocross. Tout ce qui est un moteur, dans le fond. Ouais, les camions, j'adorais ça. Mon père a une compagnie de transport qui est Ferré Express, puis quand j'étais plus jeune, j'allais toujours avec lui. On mettait le siège d'auto du côté passager, puis je m'assisais avec lui, puis on partait une couple de jours en camion, partout aux États-Unis. C'était vraiment le fun, là. Moi, j'adorais ça. Juste être sur la route, puis conduire. Je pouvais pas conduire à cet âge-là, mais regarder mon père conduire, j'aimais ça, puis c'est ça que je voulais faire. Je voulais apprendre, je voulais être derrière le volant. Puis à 9 ans, il m'avait assis en arrière du volant des gros camions dans le cour chez moi. Puis boy! on disait les camions tout seul dans le cour. Mon père il avait les bras croisés dehors, puis il me regardait. Il avait pas peur, mettons. C'est ça, c'était spécial. Disons que ma mère, quand elle a remarqué de la maison que c'était moi qui étais dans le camion, elle ne tripait pas trop. Mais, elle regarde dans le camion, elle voit personne, elle voit pas de tête. Ouais, il me semble que ça a l'air d'être un enfant. Mais c'est ça, là. Après ça, mon père m'a acheté ma première voiture de course à 11 ans, une petite Honda Civic, pour aller courir dans les classes amateurs. J'ai fait mes premières courses à 11 ans. Ma troisième course, c'est la journée de ma fête de 12 ans que j'ai eu ma première victoire à vie. Wow! Dans les classes un beau cadeau. Fait que, ouais, c'est dur à battre encore ce cadeau-là. Là. C'était vraiment un beau moment. Première victoire à vie, tu ne l'oublies jamais, celle-là. Mais explique-moi, parce que j'ai un peu de la misère à comprendre. On était un peu moins habitué de parler, exemple, de NASCAR, même de course automobile. Comment un gars de la Beauce qui conduit pour la première fois a sa première victoire, comme tu viens de nous le dire, et aujourd'hui, une deuxième maison en Caroline et sur les circuits de NASCAR. Explique-moi, qu'est-ce qui se passe entre ces deux affaires-là? Oui, mais je dirais qu'on a toujours continué à graver les échelons. J'étais bien entouré. Mes parents, ils m'aidaient et ils me supportaient. Toute ma famille me supportait, était derrière moi pour accomplir des bonnes saisons. Tu sais. J'ai passé de sport compact amateur qui était avec la petite Honda Civic à sport compact élite qui était une Honda Civic qui était encore plus performante. Okay. Après ça, une vraie voiture de course qui était dans la série Sportsman que je courais contre mon père. Ah, ben cool ça! Après ça... Là, qui c'est qui gagnait? On veut savoir, là. Ah, ben, des fois, c'était lui, des fois, c'était moi. C'était plus souvent lui, mais je l'ai dépassé une couple de fois. Mais disons qu'il avait un petit peu plus d'expérience que moi, mais il mettait plus d'attention sur ma voiture que sur sa voiture. Ah! Fait que, disons qu'il l'oubliait un peu, sa voiture. Là. Elle était moins neuve que la mienne, ça, c'est sûr. Là. Il se concentrait sur la course à regarder ton char. Ouais, c'est ça, mais une drôle d'histoire. Ma mère était l'éclaireur à mon père. C'est la personne qui parle dans les radios durant la course, puis il a les yeux autour de toi. Puis je pense, ma deuxième, troisième course contre mon père, c'était à Montmagny. Puis on s'en allait là, puis moi, j'étais dans pleine course, puis c'était ma soeur qui était mon éclaireur. Puis là, mon père j'étais pas loin en arrière de mon père, puis là, mon père disait sur le drapeau jaune ou sur le drapeau vert, il avait dit à ma mère « Hey, il est où Raphaël? Ça va-tu bien son affaire? » Puis là, ma mère avait répondu
Ouais, concentre-toi pas là-dessus, t'es mieux de regarder en avant parce qu'il va venir te dépasser. Wow! Ah, c'est une histoire de famille, dans le fond, la course automobile chez les Lessards. C'est beau à voir. Ouais, ben, disons que mon parent a déjà fait de la course. Mon grand-père aussi, pour le plaisir, sûrement. Ma soeur, elle a déjà fait de la course. Ma soeur avait acheté ma première. Mes soeurs sont plus vieilles, 10 et 12 ans plus vieilles que moi, mais OK. ma soeur Anne-Marie était toujours l'éclaireur à mon père. Puis là, quand j'ai commencé en sportsman, c'est elle qui me parlait dans les radios. Fait que là, c'était devenu ma mère qui était l'éclaireur. Après ça, ma soeur, elle a acheté ma première voiture de course, puis elle a gagné plusieurs courses avec. Après Mon ça, Dieu, c'est un char de elle a rêve, monté finalement. dans une autre série, puis elle l'a quand même bien fait. Puis là, il a fallu qu'elle arrête vu que, disons qu'elle a eu des enfants, là, fait que là, ça a mis un stop à tout ça. Hey, mais les soupers, ça doit être incroyable. Les soupers de Noël, la rivalité, là, y a tout le monde qui se parle encore? Ou... Ouais, on se Ok. parle encore, mais regarde, les chums à mes sœurs, le mari à ma sœur Anne-Marie, il était mon mécano, mon chef d'équipe quand je courais contre mon père, et il avait été le chef d'équipe à mon père. Le chum à mon autre sœur, c'est Dominique Jacques, qui est le champion de cette série-là, je pense 3-4 fois d'affilée. Puis on a tout le temps couru là, un contre l'autre. Puis on a toujours adoré ça. Tu sais. Je veux pas, c'est sûr qu'il y a une compétition, mais on voyait pas ça comme une compétition. On voulait que l'autre fasse bien. Puis moi, je fais ça maintenant pour c'est ma carrière. Puis eux autres, c'est toujours pour le plaisir. Mhm. Mais là, moi, j'ai la chance de faire ça comme carrière. Fait que disons que on parle souvent de course quand on soupe ensemble. Hey, c'est Raphaël, clair. tantôt, quand tu parlais de ton entraînement, il y a quelque chose qui me trotte en arrière de la tête depuis tantôt. Tu as parlé que tu faisais du karting dans ton entraînement. Quelqu'un qui n'a jamais fait de course automobile, tu dirais-tu que le karting, ça se rapproche quand même beaucoup au niveau du feeling en arrière du volant qu'un NASCAR ou pas pantoute? Oui, puis non. Disons que ça OK. les deux bolides qui se conduisent quand même assez, c'est assez différent là, parce qu'un karting, c'est vraiment proche de terre. Puis tu sais, c'est stiff. Là. Il n'y a pas beaucoup de suspension après ça parce que tu es vraiment à côté sur le sol. Puis, tandis que les camionnettes comme je conduis, on appelle ça souvent dans le terme NASCAR, c'est des bateaux. Parce que OK. c'est beaucoup plus pesant. Puis tu es plus haut de terre, la suspension travaille beaucoup plus. C'est plus dur à arrêter parce que les cartes qui sont très performants, comme les formules aussi, nous autres, on travaille souvent, on se pratique avec des cartes, des 125 cc 2 Hey temps. boy, OK. Vraiment des fusées, là, c'est vraiment impressionnant. Je pensais jamais que ça. Je viens de commencer à en faire et à me pratiquer là-dessus, puis je pensais jamais que ça allait aussi vite que ça. Mais tu sais, ça l'arrête là, dans une fraction de seconde. Tu arrives à. T'es la pédale au plancher, puis tu arrives vraiment, vraiment vite, là, puis il faut quasiment que tu fasses un U-turn, puis tu breaks à la dernière seconde, puis ça arrête, puis là, c'est incroyable les forces de jeu qu'il y a après ça. C'est assez différent, mais pour moi, c'est très bon parce que ça travaille tous mes réflexes, OK. mon corps, les forces de jeu qu'il y a sur un kart, c'est très impressionnant. Fait que, veux pas, après une coupe de séance, tu sors les mains, les bras, tout raqués. Tu sors les abdos raqués parce que tu essaies de te tenir dans le siège, dans les virages. C'est juste bon aussi pour mes yeux parce que la vitesse, plus que je suis assis en arrière du volant et que j'ai mes yeux concentrés puis ma tête qui pense en tant que pilote, c'est là que tu viens que tu t'améliores parce que il y a un point que tout devient au ralenti puis tu es capable de réagir tellement mieux puis rapidement à tout ce qui se passe que c'est là que tu deviens meilleur. Hein, Raphaël Lessard, pilote automobile de chez NASCAR, camionnette, série camionnette, c'est-à-dire, dis-nous comment ça marche pour se faire repérer en NASCAR, surtout pour un Québécois, là. À quel moment, toi, tu t'es dit, c'est absolument ce que je veux faire, puis à quel moment on t'a spoté? Je dirais que c'est en 2015, j'ai fait de la série Passe Nord. Ça, c'était en Superlane modèle. On courait dans le Maine, au Québec, 3 courses. New Hampshire, au Vermont, dans l'État de New York. Puis là, c'est vraiment là que je me suis comme fait repérer un petit peu plus. Mm-hmm. Puis j'étais entouré
de Robert Desrosiers, qui avait déjà été l'agent de Patrick Carpentier. OK, bon, mettons que ça aide. Oui, il connaissait beaucoup de monde ici aux États-Unis, dans le coin de la Caroline du Nord, où que toutes les équipes de course sont situées presque. Puis c'est là on avait réussi à signer avec David Gilliland, qui est un ancien pilote NASCAR, que son fils est Todd Gilliland, que je cours contre lui en camionnette. On avait réussi à signer avec lui en Superlane Model. Puis c'est là que ça a commencé, puis j'ai commencé à me faire plus connaître. L'année 2016, on a gagné un championnat ensemble. Puis c'est là que je m'étais fait repérer par Toyota, qui était TRD, qui m'avait signé en tant que pilote. J'étais le plus jeune pilote à avoir été signé à ce temps-là par Toyota et le premier Canadien. Hey, mais justement, tu parles de jeunesse, là, 19 ans. Est-ce que c'est commun en NASCAR? Même, pas pour des Québécois, mais pour tout le monde, là, toute nationalité confondue. C'est rare qu'on voit ça? C'est de plus en plus commun, je dirais. Je dirais que la nouvelle génération est de plus en plus jeune, mais dans les 3 plus grosses séries NASCAR, si tu veux faire une saison complète, tu n'as pas le choix d'avoir 18 ans. Et de te faire approuver. Fait qu'il faut que tu passes par les échelons des circuits plus petits, après ça, un circuit de plus en plus gros. Et les plus gros circuits, il faut vraiment que tu te fasses approuver par NASCAR. Puis moi, comme l'année passée, j'avais 18 ans, puis ça prend 18 ans pour faire la saison complète. T'étais flush, mais ça marchait. J'étais pas mal l'un des plus jeunes à faire la saison complète, ça c'est sûr. Mais tu parles justement de ton jeune âge. Écoute, je veux qu'on revienne sur un moment qui est, en tout cas, du moins qui a marqué le début de ta carrière professionnelle. Si on revient l'an passé à Talladega, en Alabama, sur le circuit là-bas, tu as signé ta première victoire justement avec les camionnettes NASCAR. On voit les images présentement de toi qui célèbre à l'extérieur de ta voiture. Comment ça s'est passé, ton feeling, cette course-là, dans ta tête, à la suite de cette victoire-là? C'était incroyable. Disons que ça avait été une année qui était quand même assez difficile. Pas de pratique, pas de qualification. C'était toutes des nouvelles pistes pour moi. Ouais. Et c'était peut-être pas... des fois, on n'avait pas eu les résultats qu'on aurait espérés, mais on a eu toute une fin de saison. Puis Talladega, je pense, ça a été la cerise sur le Sunday, comme on dit. C'était un rêve qui devient réalité. J'ai toujours voulu gagner une course en NASCAR parmi les meilleurs. Puis là, je l'ai faite. La glace est brisée. Je pense que ça m'a donné beaucoup de confiance et ça donnait encore plus de confiance envers les gens qui m'entouraient, envers moi. Tu sais, tout le monde, je pense qu'ils ont compris puis ils ont vu que je pouvais faire partie de ces séries-là puis de les meilleurs dans cette série-là. Fait qu'on travaille fort pour en avoir d'autres cette année parce que je pense que c'était très, très bon pour le côté visibilité. Et ça m'a emmené des opportunités. Je pense que ça a fait ouvrir les yeux de plusieurs personnes, comme juste avant ça. Et c'est là que GMS avait déjà commencé à m'observer. Et quand j'ai gagné, je pense qu'ils ont vraiment jeté un coup d'œil encore plus envers moi. Gagner à Talladega, tu devais te sentir comme Ricky Bobby dans le film. Ouais, shake and bake. Hey, dis-nous, Raphaël, là, nous autres, on est moins familiers avec ça, la NASCAR. Là, présentement, tu es dans la série camionnette. Mais c'est quoi les espèces d'échelons à gravir avant, finalement, d'accéder à la Cup Series? Puis comment ça fonctionne, ça? Dans le fond, il y a 3 séries. Les 3 plus grosses séries NASCAR, les plus renommées dans le monde, c'est la Camping World Truck Series, c'est dans quoi que je cours. Après ça, tu as la série Xfinity. Et après ça, tu as la Cup Series, qui est la grosse marche, la plus haute marche, qui est comme la Formule 1. Oui. Mais comme c'est là, je dirais que c'est 3 séries que souvent le monde commence dans les séries plus basses comme Arca et tout ça. Et après ça, ils montent en série Camping World. Et s'ils performent bien ou qu'ils ont le budget nécessaire, ben souvent, ils vont monter dans Xfinity, faire leur chemin là-dedans, puis essayer d'apprendre le plus possible. Puis quand ils sont prêts, ben ils vont monter en Cup Series. C'est ça, c'est pas nécessairement une question de talent, c'est une question de commanditaire et d'argent, là, souvent. Ouais, il y a beaucoup... c'est une question de talent, veux pas, parce que faut que tu performes. Si tu veux signer avec une des plus grosses équipes, t'as pas le choix d'être un bon pilote. Mais c'est sûr qu'il y en a des fois qui ont des bons budgets puis qui vont signer avec des petites équipes parce que ils peuvent se le permettre. Mais c'est sûr qu'ils
ils vont être moins compétitifs que quelqu'un qui a vraiment du talent et qui est avec une bonne équipe. C'est un objectif pour toi, la Cup Series, Raphaël? Ouais, ben c'est ça le but, là. Je veux être capable de faire une carrière là-dedans et être renommé comme un des meilleurs. C'est ça mon but. Puis c'est la Cup Series, j'ai toujours rêvé. Puis on travaille fort pour atteindre ce but-là. Disons que ça prend beaucoup de travail. Puis on est toujours en train de penser à ça. Puis le but ultime, c'est la Cup Series. Ben écoute, tu deviens déjà, en tout cas, du moins dans la dernière année, tu t'en parlais justement avec ta victoire, justement. Ça a montré un peu ton nom au monde entier, mais surtout au Québec. Là, on le voit sur tes réseaux sociaux. Sur Facebook et Instagram, c'est près de 30 000 personnes qui te suivent. Tu sais, tu es littéralement une vedette ici en sol québécois. Je veux savoir, sur le circuit, justement, où ce que tu vas courir directement, comment les autres pilotes ou les autres écuries te perçoivent? Je dirais que je commence à me faire connaître de plus en plus. C'est sûr qu'avant, le monde disait souvent il sort de où, lui? Il arrive de où? Mais là, je pense qu'il commence à savoir je suis qui. Puis, tu sais, c'est comme tout autre pilote, comme moi, quand j'ai un adversaire nouveau qui arrive, puis tu sais pas de où qui arrive, tu sais pas trop il est qui, tu n'as jamais trop entendu parler de lui, mais tu te demandes c'est qui. Puis, tu es comme un peu plus craintif, là, tu n'es pas sûr. Mais là, quand tu fais tes preuves, quand cette personne-là fait ses preuves, ben là, il gagne un peu ton respect. Ouais. Et là, tu sais que quand tu cours avec ces gars-là, ben, peut-être tu sais qu'ils respectent les autres ou tu sais tout simplement qu'ils vont être très rapides puis ça va être un gars qu'il va falloir checker parce qu'il va sûrement être en avant dans les meilleurs. Mais là, regarde, j'ai tout donné l'année passée. J'ai essayé de gagner le respect des autres pilotes, les vétérans, eux autres que ça fait, qui ont gagné plusieurs championnats, qui ont gagné plusieurs courses, qui ont fait 10 ans de carrière dans cette série-là. Ouais. On essayait de gagner le respect de ces gens-là. Puis je pense que je l'ai fait l'année passée. Puis je suis très content de ça. Ah, je veux dire comme mon oncle, le respect, ça se gagne à grand coup de poing. Raphaël, dis-nous, Raph, Au hockey, peut-être. Ouais, c'est ça. Ben, c'est un coup de pied à la NASCAR, peut-être un coup de champignon. Raphaël, ouais, c'est ça, rendu là. Hey, dis-nous, là, toi, tu suis les traces de quel pilote? Quel pilote t'observais quand tu étais jeune? Tu dis, là, moi, je veux être comme lui ou encore plus fort que lui. Tu sais, tu regardais-tu, par exemple, des Tagliani, des Jeff Gordon, puis t'es enviais? Moi, c'est sûr que j'ai souvent regardé Jeff Gordon. J'étais content d'avoir le numéro 24 cette année, justement, parce que Jeff Gordon, il a toujours eu le numéro 24. Mais moi, c'était toujours lui parce qu'il est vraiment arrivé. Lui, il a comme vécu toutes les générations un peu. Tu sais, il a vécu dans le temps de Dale Earnhardt Sr., qui a commencé à courir. Puis, tu sais, Jeff Gordon arrivait, puis c'était un jeune. Puis, NASCAR, il n'y avait pas beaucoup de jeunes dans ce temps-là. Puis, il n'était pas intimidé par personne. Puis, Dale Earnhardt, il l'appelait l'intimidateur. Mais Jeff Gordon, Jeff Gordon, il n'avait pas peur de lui pendant tout. Puis, il a toujours bien performé. Puis, il s'est toujours battu avec ces gars-là. Après ça, il y a une couple d'années, il roulait encore. Puis les voitures avaient changé énormément. Puis il était encore performant. Puis on a souvent vu des pilotes qui étaient très, très performants. Puis avec la nouvelle génération des nouvelles voitures, ben, il était de moins en moins performant parce qu'il avait de la misère à s'adapter. Tandis que Jeff Gordon, il était toujours performant. Quand il a pris sa retraite, il gagnait encore des courses. Fait que c'est ça que moi, j'ai toujours été... je trouvais ça incroyable. Ouais. Mais il y a aussi Kyle Larson que j'ai toujours suivi parce qu'un gars comme ça, qu'est-ce que je trouve fascinant, c'est qu'il va sauter dans une voiture de terre battue, et il va courir sur la terre dans des sprint cars, dans n'importe quoi. Après ça, il va rembarquer sur l'asphalte, puis il va performer dans n'importe quoi. Wow, il est bon dans tout. En tant que pilote, moi, je veux être renommé pour un gars qui est bon dans n'importe quoi qui embarque. Ouais. Qui est bon sur la terre, qui est bon sur un circuit routier, qui est bon sur un ovale. Puis ça, j'ai eu la chance de faire le circuit routier, puis ça avait bien été l'année passée, fini 3e. L'ovale, je pense que j'ai toujours fait ça, puis j'ai des bonnes bases, mais la terre, je vais avoir la chance de le faire cette année. Mais j'ai pas vraiment eu la chance, j'ai juste eu la chance de pratiquer sur la terre une fois, puis c'est de quoi que j'aimerais ça faire, avoir l'opportunité d'en faire plus, ça c'est sûr.
Puis, Raphaël, peut-être en terminant, j'avais une dernière question. J'en ai juste une autre avant de te laisser aller. Tantôt, tu parlais de la forger. Comment ça fonctionne? Parce que moi, honnêtement, je suis bien curieux par rapport à ça. L'entraînement chez les pilotes automobiles, Ouais. faut-tu que tu t'entraînes chaque jour? Faut-tu que tu sois en forme? Comment ça fonctionne? Ouais, ben, je vais m'entraîner pas mal chaque jour. L'année dernière, je me suis entraîné toute l'année, OK? 6 jours par semaine. Puis Wow. j'étais. Mais c'est quoi l'entraînement? Tu fais pas du bench, genre? C'est quoi? Qu'est-ce Ouais. Ah, que t'entraînes? on peut en faire du bench, on fait de n'importe quoi, je dirais, mais c'est surtout des entraînements côté cardio, endurance physique. OK. Tu vas faire beaucoup de répétitions. C'est rare que tu vas travailler beaucoup comme en force pour développer des gros muscles, tout ça. Tu veux plus être endurant. On fait beaucoup de courses à pied, du vélo, je vais en faire quand même beaucoup cette année. Après ça, juste le karting, ça me permet d'habituer mon corps Ouais. à tout ce que le corps peut vivre dans une course. là. Genre la Ouais. chaleur extrême là, auquel tu Ah, t'es la- confronté. Là. La chaleur extrême, c'est ça. Comme cette année, qu'est-ce que je vais faire souvent, c'est quand il fait ici, l'été, c'est incroyable comment il fait chaud. Il va Ouais. faire à 40 degrés à tous les jours. Mais à 2 heures de l'après-midi dehors, on va aller courir. Puis on va au aller soleil s'entraîner t'attend. dehors. Dans le char, en plus, avec l'effet de ouais. serre, là, puis ton Ouais, équipement. puis- Ah! Juste pour être prêt pour quand on embarque dans la voiture. Puis c'est ça, je dirais que quand tu arrives dans une montagne russe, là, puis ça tourne très, très vite, là, Oui. puis tu es tout le temps en train de te tenir, puis t'es pas capable de te tenir droit, là, mais ça ressemble à ça dans une auto pendant des heures. Fait que, Aïe, aïe. c'est- Cœur sensible de s'abstenir, hein, comme on dit. ouais, faut que tu travailles beaucoup tout ce qui est les abdos, les stabilisateurs, Ok. le cou. Tu veux être sûr que ton cou il est assez fort parce que tu veux pas être la tête à côté sur l'autre sens parce que t'es plus capable de te tenir là, Ouais. pendant la course. Les mains, c'est de quoi que c'est pour le karting qui est très bon pour ça parce que si admettons je fais rien pendant tout mon temps que je suis off dans le temps des fêtes et tout ça, je fais rien avec mes mains et tout ça. Ben, quand j'arrive en course, admettons ma première course de la saison, je vais avoir mal aux mains là, Ok. à tenir le volant. Puis c'est pas parce que je le tiens fort, c'est juste que veux pas, t'es tellement précis puis crispé Ouais. que la vibration aussi un petit peu Hmm. vient à la fin de la course que t'as mal aux mains et t'es pas capable d'ouvrir Ouais. tes mains. Fait que t'as pas le choix au fait, tu joues à Mario Kart. Et ça te c'est prend une ça. manette. J'ai pas joué ben, mais j'ai fait un peu de skidoo et ces choses-là. Mais quand je suis revenu ici, j'ai tout de suite rembarqué sur le karting. Puis ça, le karting, je pense que c'est de quoi on fait 20 minutes. Puis la première fois cette année que j'en ai fait, j'ai fait 2 runs de 10 minutes. 2 pratiques de 10 minutes. Puis la deuxième pratique de 10 minutes, j'étais plus capable d'ouvrir mes mains. Colin, OK. À ce point-là. Hey, mais en terminant, Raphaël, c'est quoi ton plus gros défi en fait pour cette saison-là? On sait que ça commence dans moins d'un mois. Ça représente quoi justement cette saison-là pour toi? Je dirais que cette année, je ne suis pas considéré comme une recrue. Pour une fois, dans ma carrière, souvent, j'ai été considéré comme une recrue, à part quand j'étais en Super Late. En Super Late, j'ai fait plusieurs années là-dedans, puis j'étais presque rendu un vétéran. Là. Ça faisait 3 ans, presque 4 ans que j'étais là-dedans. Mais là, ça va juste de faire mes preuves encore. Je veux bien performer. Je veux développer des nouvelles relations avec des nouveaux partenaires pour m'aider dans le futur. On est en grande négociation avec des partenaires potentiels présentement, puis on travaille fort. C'est très positif. On espère pouvoir en annoncer dans les prochains jours. Mais c'est ça, regarde, je veux des bons résultats. Je veux prouver au monde que je suis capable d'avoir ma place là-dedans, puis je suis capable de bien performer. Cette année, pour une fois, ça ne sera pas toutes presque. Il y en a quelques-unes qui vont être nouvelles pour moi, encore les pistes, puis il n'y aura pas beaucoup de pratique. Mais les autres, je les ai presque toutes déjà faites. Fait que ça va être un plus pour moi. Ouais. Mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Tu sais. Il y en a que ça fait 15 ans qu'ils sont dans cette série-là. Puis moi, ça va être ma peut-être 30e course, là, même pas. Je pense que je suis à 28 courses présentement. Fait que eux autres, ils en ont plus de fait que moi, la plupart. Fait Mais dis-toi une chose, Raphaël, parmi ces gens-là, que ça fait 15 ans qu'ils font ça, il y en a peut-être là-dedans qui n'ont jamais gagné une course, puis toi, t'en as déjà gagné une. Et t'sais. voilà. Ouais, c'est ça.
Il y en a qui ont. Ça fait 15 ans, je regardais ça justement. Il y en a que ça fait 15 ans, puis ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas gagné de course, puis qui en ont juste gagné 8 ou 9 courses dans ces années-là. Fait que c'est. Moi, j'ai la chance d'être un gagnant là-dedans, puis là, c'est brisé, j'en veux plus. C'est ça. En tout cas, c'est sûr qu'on va te suivre cette saison-ci attentivement. On sait que la saison, justement, en camionnette du côté de la série NASCAR, ça commence vendredi 12 février. Tu vas être sur la piste également. Donc, Raphaël, on te souhaite une excellente saison. Puis merci beaucoup d'avoir été de passage au podcast L'Entracte. Yes, un gros merci à vous. Là. Ben des victoires, là. Ah oui! Yes. Bonne soirée, C'est ça. Raphaël. Salut, Raphaël. Merci. Salut. L'Entracte, mardi 19h.